mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode dont s'autorise à penser aux ZAP. Dans la gauche de la gauche, il y a deux questions qui divisent particulièrement, qui fâchent même parfois, car elles demeurent fondamentales politiquement. La question de la nation et celle de la race. La nation, bien sûr, parce que le nationalisme est une valeur clé de l'extrême droite, et plus profondément parce que, de fait, la nation, comme impératif unitaire, a toujours servi à gommer, à nier les rapports de domination, les rapports de classe. Et puis la race, évidemment, parce que même si on ne la prend pas comme une notion pseudo-scientifique, telle qu'elle a été inventée par les Européens au XIXe siècle pour coloniser, pour discriminer, si on la prend comme un rapport social réel, objectif, qui soumet des minorités au racisme systémique au quotidien, eh bien on a peur de reconduire le racisme en parlant de race. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stathis Kouvelakis. Bonsoir. Bonsoir Julien. Stathis, tu es ancien professeur de théorie politique à King's College à Londres. Tu es aussi un militant politique. Tu as appartenu aux instances dirigeantes en Grèce du parti Syriza, à l'époque cruciale où Syriza défiait l'Union européenne. Tu appartiens au comité de la revue Contretemps, la revue politique Contretemps. Aujourd'hui, tu milites aussi en participant aux activités de l'Institut La Boétie, de la France Insoumise. Et puis, tu as publié récemment, c'est pour ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, sur une question que tu connais très bien, que tu as beaucoup travaillé dans tes travaux universitaires, hein, mais avec une orientation politique, tu as publié un article qui s'appelle « La gauche radicale, la race et la nation ». Un détour par Marx, dans une revue qui s'appelle Nous, c'est le 3e numéro. Nous, point. Nous, point. 3e numéro, avec un magnifique graphisme, ce petit garçon revêtu d'un gilet jaune, pour un dossier qui s'appelle Petit Blanc, fascisme ou révolution. Et évidemment, il est question, dans cette revue, qui est une revue des décoloniaux, il est question de la nation d'un côté, et puis de l'autre, du racisme. Tu commences ton article en rappelant, comme je l'ai fait moi-même, évidemment, que pour quelqu'un qui est engagé à gauche, nation, c'est une notion, la nation, c'est une notion qui peut être inquiétante, tu dis, qui n'a pas bonne presse. Oui, qui n'a pas bonne presse. Encore faut-il préciser d'où on parle. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, j'ai toujours une activité politique en Grèce, depuis mes très jeunes années d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé. Parler de la nation en Grèce et parler de la nation en France, c'est pas du tout la même chose. Tu t'es référé également à la situation de la crise grecque entre 2010 et 2015, où la Grèce était, je le rappelle, soumise au diktat de la Troïka, c'est-à-dire de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Et dans ce cadre-là, la lutte populaire qui avait été menée contre ces mesures d'austérité extrême, de thérapie de choc néolibérale, se faisait bien sûr au nom des valeurs sociales, au nom de la résistance contre le rouleau compresseur néolibéral, mais aussi pour une idée de souveraineté nationale et populaire qui était bafouée de toutes parts par précisément ces instances qui voulaient imposer dans le pays ces mesures, avec la complicité bien sûr des élites politiques et de la classe dirigeante de ce pays lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que parler de la nation quand on est dans un pays, disons, de la périphérie européenne, pas de la périphérie tout court, la Grèce n'est pas non plus le sud global, mais c'est le sud de l'Europe, déjà. Et on se souvient aussi qu'à l'époque, la Grèce, comme les autres pays qui étaient soumis à cette thérapie de choc, on les appelait les pigs, Portugal, Irlande, Grèce, Espagne. Ce qui veut dire cochon en anglais, rappelons-le. Ce qui veut dire cochon. Et on a vu ressurgir à l'égard des Grecs, notamment, mais pas que, des stéréotypes racisants, racistes, qui sont les Grecs, les fainéants, qui vivaient, qui ont gaspillé l'argent que les Européens vertueux du Nord, en particulier les Allemands, qui mettent leur vertu, ne cessent de mettre leur vertu en avant, etc. Donc on voyait bien que même dans le cadre européen, il y a des gens qui sont plus européens que d'autres. Il y a des blancs de première catégorie, pour le dire autrement, et des blancs de deuxième catégorie. Et déjà, les Grecs étaient des blancs de deuxième catégorie, on le voit.
Bon, donc la difficulté supplémentaire de parler de la nation, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté à en parler en Grèce, hein, mais c'est d'en parler dans un pays comme la France, c'est-à-dire dans une vieille nation avec un passé colonial et qui n'a pas disparu, hein, voir ce qui se passe dans les Outre-mer par exemple, mais pas que, et un passé impérialiste qui est tout à fait actuel, voir ce qui se passe entre la France et l'Afrique, ce qu'on appelle la France-Afrique notamment. Donc, dans les pays dominants, effectivement, la nation, tu l'as dit, la référence à la nation a été utilisée et utilisée de façon structurelle pour neutraliser l'antagonisme de classe. Elle a été utilisée de façon exacerbée dans certaines situations, par exemple la Première Guerre mondiale, hein, quand il s'agissait de conduire à la boucherie. La grande catastrophe, voilà, nous, la grande pour la catastrophe, gauche, hein. c'est quand même le moment, voilà, en exactement. 14, où aussi bien les socialistes allemands que les socialistes français, Exactement. qui pourtant, pour certains d'entre eux, avaient quand même lutté très durement en ayant parfaitement conscience des enjeux, contre les guerres nationales, en martelant Jaurès le premier, mais on sait que Jaurès, l'assassinat de Jaurès représente cet échec, en martelant qu'il n'était pas dans l'intérêt des travailleurs, de quelque pays qu'ils soient, de s'affronter de cette façon au nom des nationalismes virulents de l'époque. Notre grande défaite, et peut-être la grande défaite de la social-démocratie, la grande leçon qu'il y aurait à retenir et qui n'a pas été retenue par la gauche mainstream, disons, c'est celle-là. C'est que ce nationalisme, le risque majeur du nationalisme est celui-là. Bien sûr. Alors, il faut rappeler que la grande scission qui a finalement déterminé tout le XXe siècle, hein, du mouvement ouvrier, s'est faite sur la question de la guerre. Hein, et c'est pas faite sur des questions économiques, sociales, etc. Et c'est faite sur est-ce qu'on accepte ou pas cette guerre impérialiste. Je veux dire, le mouvement communiste et la révolution russe, avec toutes les ramifications, hein, qui ont existé à l'époque, se font au nom du refus de la guerre et du refus de ce patriotisme-là. Hein. Ouais. Bon, mais dès qu'on regarde de plus près, et je sais que je parle à un historien, parlons-en sur une durée plus longue, on s'aperçoit que les choses sont quand même plus compliquées. Ah oui. Des deux côtés. Alors, d'un côté, il y a les origines révolutionnaires de la nation française en particulier, hein, bon, sur lesquelles on va revenir, mais même le syntagme nation, au sens où on lui donne à l'heure actuelle, surgit avec la Révolution française, et en particulier avec les événements révolutionnaires du 10 août 92, suivis par Valmy, hein, la fameuse bataille, hein, où c'est au cri de « Vive la nation », justement, que les troupes révolutionnaires arrivent à défaire les troupes coalisées de l'Europe monarchiste et réactionnaire. Le poète allemand Goethe, qui regardait cette bataille du haut d'un promontoire, a dit c'est le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du monde. Et ça a été un modèle, je me permets de le dire, c'est rappelé dans un des articles de la revue précisément, je crois que c'est Ferhat Abbas qui a Dien Bien Phu, après Dien Bien Phu, un nationaliste algérien, qui voit les Vietnamiens vaincre les Français, il dit c'est le Valmy des colonisés. Bien sûr, autrement dit, c'est le peuple en armes qui défend sa faculté à disposer de lui-même. Et il ne faut pas oublier, parce qu'on l'oublie beaucoup, et ça plaît pas trop à l'extrême droite a priori, la nation, c'est d'abord une entité collective qui est caractérisée par la capacité à disposer d'elle-même, par opposition à l'autorité transcendante du roi, de l'État. Tout à fait, tout à fait. C'est dans cet acte révolutionnaire que se forme véritablement, que se constitue un peuple. Hein. Ce n'est pas du tout un peuple qui préexistait ou une nation préexistait comme ça et qui sommeillait, qui soudain se réveille, etc. Ça, c'est le récit mythique, hein, qui a été écrit après coup. Mais il y a une deuxième chose qui complique la référence à la nation, c'est que si on regarde bien, et c'est rappelé d'ailleurs dans le même article auquel tu viens de faire référence, c'est que du côté des classes dominantes, le rapport à la nation est en fait beaucoup plus opportuniste qu'on ne le pense. Hein. Oui, la nation arrange évidemment quand il s'agit d'entraîner les prolétaires et le peuple se faire massacrer sur le champ de bataille, mais quand il s'agit de mater l'ennemi intérieur, alors là, pactiser avec l'ennemi ne pose aucun problème. On l'a vu pendant la Commune, hein, qui, je tiens à le rappeler, la Commune a démarré et n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas la volonté du peuple parisien de résister aux Prussiens et de résister contre un gouvernement capitulaire face aux Prussiens, et un gouvernement qui a, sous l'œil bienveillant de Bismarck, massacré le peuple et les prolétaires parisiens. Mais c'est le même scénario qui s'est répété en 1940. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui ont conduit à la capitulation de 40, c'est la peur que, justement, une nouvelle commune se reproduise. On sait que des généraux français avaient ça à l'esprit quand ils ont fait véritablement le choix de la défaite. Hein. Que veut dire finalement ce fameux mot d'ordre qu'on dit, mais qui résume, qui n'a pas été dit en tant que tel à ma connaissance, hein, mais qui résume un état d'esprit, si on veut, des élites politiques et de la classe dominante française de l'époque, plutôt Hitler que le Front populaire. C'était ça.
C'est-à-dire que quand il y a l'ennemi intérieur, effectivement, on accepte de jouer un rôle de potiche, de subalterne dans une Europe dominée par l'impérialisme allemand, même s'il prend les figures de l'hitlérisme. Tu sais, quand on lit les textes, les articles de journaux, les prises de position politiques de la fin des années 30 en France, sur la question notamment de Munich, sur la question de savoir comment se positionner face à l'agressivité d'Hitler, c'est dit quasiment, hein, je veux dire, c'est dit vraiment, Hitler va nous protéger du bolchevisme, donc c'est pas lui l'ennemi, ne nous inquiétons pas. Tout ce que tu dis là, c'est rappelé par l'article de Sylvain Jean dans la revue qui s'appelle l'Anti-France CE, hein, la façon dont ces prétendus nationalistes en réalité sont prêts à vendre le pays, à vendre la communauté à une puissance étrangère si ça leur permet d'éviter en gros le socialisme, hein, ou pire le communisme. C'est ce que rappelle Sylvain Jean dans son article là. Ça renvoie à la fameuse formulation de Maurras, hein, qui dit que la défaite de 40 finalement a permis une divine surprise, l'établissement d'un régime qui revenait en arrière, hein, qui revenait sur la Révolution française grâce au maréchal Pétain, hein, le rêve de l'extrême droite dont lui-même était un des fondateurs en fait. Et c'est ce que rappelle aussi très bien Marc Bloch, hein, qui va être panthéonisé dans son fameux livre L'étrange défaite. En ça que c'est assez paradoxal de voir aujourd'hui quelqu'un comme Macron qui est vraiment l'agent du patronat prêt à mettre en œuvre l'alliance avec l'extrême droite, panthéoniser Marc Bloch, qui n'a pas de mots assez durs dans l'étrange défaite pour dire que le patronat et la bourgeoisie, parce qu'ils étaient scandalisés que le manœuvre à cause des mesures du Front populaire aujourd'hui est le temps d'aller au cinéma, hein, c'est l'image qu'il prend, ont préféré vendre le pays à l'extrême droite et en l'occurrence à Hitler. Si on se rapproche maintenant du présent, je crois que la difficulté dans le maniement de la notion de nation dans la gauche, et je parle ici en particulier de la gauche radicale, hein, de la gauche de transformation sociale, celle qui veut véritablement s'attaquer aux racines des rapports sociaux existants. La difficulté de la nation vient, je crois, du fait que en France, à partir des années 80, à partir du tournant néolibéral sous Mitterrand, la référence à la République, au républicanisme, et après avec un courant souverainiste qui commence à émerger, à la fois à droite et à gauche, et dans le but de surmonter prétendument le clivage droite-gauche, et en réalité avant tout le clivage de classe, sert de substitut en quelque sorte à l'effondrement des références idéologiques qui existaient à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire à droite aussi bien le gaullisme, on va dire, ou bien tout ce qui pouvait cimenter un peu la version de droite du compromis social de l'après-guerre. C'était un nationalisme, le gaullisme était un nationalisme. Oui, c'était un nationalisme, mais qui intégrait, on va dire, à la fois les acquis sociaux de la libération, une vision à la fois impérialiste de la France, mais aussi en partie anti-impérialiste, hein, quand il s'agissait de l'impérialisme américain. Tout à fait. Fidel Castro avait une grande admiration pour De Gaulle, et les rapports entre De Gaulle et Cuba étaient très bons d'ailleurs. Hein. De Gaulle qui s'est élevé contre la guerre du Vietnam, comme il s'est élevé d'ailleurs contre la guerre qu'Israël a menée contre les pays arabes en 67. Bon, donc le gaullisme d'un côté, évidemment le socialisme à gauche. Hein. Bon, avec le déclin du Parti communiste et le ralliement du Parti socialiste au néolibéralisme. Donc il y a une sorte d'idéologie de substitution qui a été le républicanisme, dont un versant a viré vers le souverainisme et vers un souverainisme qui n'a pas tardé à épouser les thèmes néoconservateurs qui ont ressurgi à ce moment-là, la banalisation d'un discours raciste, qui commence en fait sous la gauche. Hein. Moi, j'ai vécu les années Mitterrand en France. Je me souviens du fameux seuil de tolérance. Hein. C'était des propos que Mitterrand a tenus. Celui qui a parlé de sauvageon, c'est Jean-Pierre Chevènement. Et ça allait de pair avec le Rocard, enfin la fameuse phrase on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si en réalité la phrase était. Il dit mais on doit en prendre notre part. Voilà, mais on doit prendre notre part. Était plus nuancée. Mais je me souviens surtout de la première ministre socialiste, je crois première ministre femme socialiste en France, Édith Cresson, qui se targuait des charters d'expulsion des immigrés. C'est Pasqua et Pandro, ministre et vice-ministre de l'Intérieur sous les gouvernements Chirac des années 80, qui avaient lancé cette exacerbation des mesures xénophobes, anti-immigrés et racistes. Mais les socialistes n'ont pas été en reste. Hein. C'est le début de la lepénisation, en fait, Tout à fait. de la vie politique française. Pour prendre le nom de celui qui a été l'instrument et l'emblème de ça, et que François Mitterrand
a, de manière décisive, contribué à exposer, je parle de Jean-Marie Le Pen, en intervenant lui-même pour qu'il soit reçu à l'émission L'heure de vérité en 1984, alors qu'à cette époque, le type de discours qu'on entend aujourd'hui tous les jours sur les chaînes patronales racistes et xénophobes ne passait pas dans les médias. Tout à fait. Ça vous empêchait de venir. Tout à fait. On peut même dire que pour moi, véritablement, la dérive du pouvoir mitterrandien, je le rappelle, avec la participation du Parti communiste à l'époque au gouvernement, c'était quand les grèves des ouvriers essentiellement immigrés de l'automobile ont été dénoncées comme des grèves chiites, comme des grèves islamistes par Pierre Mauroy et Gaston Defferre. Très tôt, je crois que c'est dès 83. C'est 82. Ça commence en 82, ça se poursuit en 83, en 84, etc. C'est-à-dire qu'on utilise l'argument de la race, pour le coup, exactement. En tout cas, un argument raciste. Et de l'islam. Et de l'islam dans la grande panique qu'avait créée la victoire de la révolution iranienne, en fait. À l'époque. C'était ça. Les grèves chiites, ça faisait référence déjà au fait que l'Iran faisait et devenait la grande référence des pays anti-américains, anti-occidentaux, anti-impérialistes, on peut dire ça comme on veut. Mais l'épouvantail, en quelque sorte, de l'islam commençait déjà à être agité. Et évidemment, là-dessus survient le Front National et l'extrême droite qui, sur fond de renoncement social et de tournant néolibéral de la gauche, commencent à tailler des croupières au sein de l'électorat. Mais pour les gouvernants, entre guillemets, de gauche de ces années-là, c'est une manière d'utiliser l'islamophobie, cette forme particulière de racisme anti-arabe, pour enrayer un mouvement social. C'est-à-dire pour enrayer, en réalité, un mouvement de défense du travail face au capital. Bien sûr. Alors, jusqu'à présent, on a parlé un peu de la conjoncture de ces années. Je crois qu'il faut aller un peu plus vers quelque chose d'un peu plus structurel, on va dire, qui lie un peu la question du racisme et la question de la nation. C'est que il y a souvent une discussion sur la façon dont on définit le racisme et ses expressions actuelles, contemporaines. Par exemple, il y a tout un débat sur le fait de savoir est-ce que l'islamophobie est une forme de racisme ? Parce qu'après tout, c'est vrai que la référence à l'islam est la référence à une religion, n'est pas la référence à une race particulière. Oui, ça c'est du maquillage. Oui, on peut se demander. Oui, mais c'est un peu plus que du. Parce que ça peut s'appuyer sur les valeurs universelles de la laïcité, de la liberté de conscience. Exactement. Et de la modernité. Voilà. Et comme avant, il y avait une discussion sur le fait de savoir, oui, mais est-ce que c'est vraiment encore du racisme ? Parce que le racisme, c'est après tout l'idée qu'il y a une hiérarchie de races définie d'une façon biologique, comme on le faisait au XIXe siècle, à la première moitié du XXe siècle. Après, on a parlé du néo-racisme, d'un racisme de culture, où c'est la culture qui est jugée, qui prenait la place de la race, parce que c'est les gens qui étaient culturellement différents, donc inassimilables, etc. Bon, il y a une part de vrai dans l'analyse de ces transformations, mais il y a quand même une constante qu'il faut voir, c'est que le racisme opère par une médiation tout à fait indispensable, qui est précisément celle de la nation. C'est-à-dire les groupes racisés ne sont pas des étrangers au sens strict, à proprement parler, c'est-à-dire des gens en une sorte d'élément extérieur ou qui vient de l'intérieur. C'est des étrangers de l'intérieur, en quelque sorte. C'est des gens qui sont de l'autre côté d'une frontière, mais d'une frontière qui, en fin de compte, est interne à la nation. C'est-à-dire c'est des catégories auxquelles on reproche un déficit d'essence nationale, d'une certaine façon. Il y a deux sociologues français, Patrick Simon et Vincent Tibéry, qui ont défini ça, à mon avis, très justement, en parlant d'un déni de francité. Les groupes racisés, les groupes ciblés pour le racisme, se voient reprocher un constant et irrécupérable déni de francité. Et bien sûr, c'est ce qui nous permet de dire que l'islamophobie est bien une forme de racisme, parce que ce qu'on reproche à l'islam, c'est d'être justement un élément incompatible avec les prétendues valeurs de la République, avec la France, avec l'Occident, avec toutes ces choses-là. Et l'islam vu comme culture, qui plus est, ce qui est d'autant plus pernicieux, puisqu'on y a droit, puisqu'on a le droit de contester les religions, mais en réalité, on le comprend comme une culture, et finalement, pratiquant ou pas, musulman ou pas, on est d'origine arabe, avec cette magnifique formule de Sarkozy que je trouve géniale, sans qu'il l'ait voulu, évidemment, qui est le musulman d'apparence. Sarkozy parle de musulman d'apparence. Le musulman d'apparence. Sarkozy, qu'il faut le dire, le nom Sarkozy est parmi les noms hongrois les plus courants. Parmi les grands-parents de Sarkozy, je crois qu'il n'y en avait pas un seul qui avait la nationalité française.
Pourtant, jamais, et fort heureusement d'ailleurs, hein, on a reproché à Sarkozy un déficit de francité. Parce qu'évidemment, Sarkozy est blanc, ses origines sont des origines européennes, hein, hongroises, juives de Thessalonique, du côté de sa mère, etc. Bon, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Par contre, si on est musulman, arabe, noir, etc., et il faut bien voir, arabe et noir ne sont pas des catégories qui désignent une altérité étrangère. C'est des catégories, c'est des termes qui désignent des groupes qui appartiennent tout à fait à la société française, qui sont des groupes de nationaux d'ailleurs, qui sont des groupes de citoyennes et de citoyens de ce pays, mais qui sont moins français que d'autres et qui ne le deviendront surtout jamais. Preuve, évidemment, la preuve par l'absurde, si j'ose dire, c'est les Antillais, hein, qui sont français depuis... plus longtemps que les Alsaciens. Exactement, ou les Niçois. exactement, mais qui ne sont jamais véritablement considérés comme français, à qui on ne cesse de demander, mais d'où venez-vous? Enfin bon, on connaît bien cette histoire. Donc un noir ne peut jamais être totalement français. Parce que dans le vécu de la nation, de l'identité nationale, même chez des gens qui ne sont pas a priori racistes, finalement, la blanchité demeure, enfin la non... le fait de ne pas être noir, hein, le fait de ne pas être métis, demeure finalement un marqueur décisif. Oui, dans le cadre de cette vision, de effectivement, oui, dans le cadre de cette vision donc qui lie en quelque sorte le racisme comme un ingrédient qui est à la fois en excès par rapport à la nation, mais qui est collé à elle et qui ne peut fonctionner que par la médiation de la nation, hein. Et c'est pour ça que la thèse que je défends, et je ne suis pas le seul hein, ici, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles j'étais particulièrement heureux de contribuer à ce numéro avec les autres camarades militants décoloniaux et autour, c'est que je pense que d'une certaine façon, la nation, c'est le terrain où se pose le problème. Et c'est peut-être aussi le terrain qui peut ouvrir sur une issue. Pourquoi ? Parce que, je reviens un peu à ce que j'ai dit auparavant, la nation est un terrain disputé, en fait. Hein, voilà. Et on l'a vu que dans des moments où la crise sociale, politique, culturelle, symbolique prend des formes paroxystiques, hein, c'est des moments qui, d'une certaine façon, appellent à une sorte de refondation radicale. Hein. Et cette refondation ne peut pas ne pas prendre la forme nationale. Bon, on l'a vu dans les années 30, hein, je veux dire, l'antifascisme, comme partie intégrante dans les années 30, il y avait une façon de se réclamer aussi de la nation. Ah bah, on parlait de Marc Bloch tout à l'heure, j'en oui. parlais. Marc Bloch est Bien un sûr. antifasciste, il signe le manifeste antifasciste dès les premiers jours, l'appel aux travailleurs en 1934, Bien sûr. et c'est un nationaliste fervent. Bien sûr, mais bien de sûr, gauche, bien progressiste. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on sait aussi que c'est à ce moment-là que le Parti communiste, qui auparavant était sur une ligne stricte, antipatriotique, etc., parce qu'il y avait aussi le traumatisme de la Grande Guerre, bien sûr, derrière, qui avait conduit au congrès de Tours et à la naissance du parti, mais se réconcilie avec le tricolore et met en avant l'héritage de la Grande Révolution, réhabilite les grandes figures révolutionnaires, Robespierre, les grandes figures jacobines, revisite la commune sous l'angle aussi national, et bien sûr se réclame de la nation française face à une extrême droite menaçante en France et en Europe. Et c'est un tournant que, d'une façon générale, la gauche et le mouvement ouvrier européen, socialiste aussi bien que communiste d'ailleurs, ont pris à ce moment-là. Alors, il faut bien voir qu'il y avait un point aveugle là-dedans, hein. Et ça, il faut être très clair par rapport à ça, c'est que quand le Parti communiste en particulier prend ce tournant, il abandonne les positions anticoloniales qui étaient les siennes auparavant. Et on sait très bien que le bilan du Front populaire, en ce qui concerne l'empire colonial, hein, parce que la France est toujours à la tête de l'empire colonial, est égal à 0, hein, littéralement. Donc il y avait absolument rien pour les coloniser. Et on a vu ce scénario se reproduire à la Libération. C'est ça. Hein. Voilà. Le PC a été majoritairement très à l'écart, en réalité, quand il ne s'est pas opposé d'une manière ou d'une autre face au mouvement de libération nationale. Enfin, par exemple, il refuse l'existence d'un parti communiste algérien qui serait algérien en disant que le parti communiste n'a pas à être national. C'est plus...
C'est une histoire à nuancer, mais enfin, globalement... Bon, oui, c'est plus nuancé. Hein. Bon, sur l'Indochine, le bilan, je crois, à partir du moment où les communistes quittent le gouvernement, hein, en 1947, hein, le bilan est plus positif. Hein, aussi parce que la lutte de libération nationale au Vietnam était conduite par un parti communiste. Hein, ça a beaucoup facilité les choses. En Algérie, on sait que le parti communiste algérien, qui était essentiellement dirigé par des Européens à l'époque d'Algérie, par des Français, par des pieds noirs d'Algérie, a approuvé les massacres de Guelma et de Sétif. Hein. Bon. Mais après, il est revenu dessus. Hein. Et il y a un processus d'algérianisation, en fait, hein, du PCA, qui a permis, d'ailleurs, après 1954, après le déclenchement de l'insurrection, à sa participation à la lutte de libération nationale et au fait que c'est des équipes de militants algériens qui ont véritablement pris la direction du parti. Donc, c'est un bilan contrasté avec beaucoup de points aveugles, en particulier, hein, et des moments aveugles, en particulier dans le cas algérien, vote des pouvoirs spéciaux, etc. Donc, tout n'est pas... Donc, cette histoire est à revisiter d'une façon critique. Hein. Il y a des aspects lumineux, il y a des aspects qui ne le sont pas. Hein. Mais si on se rapporte à aujourd'hui, précisément, avec ces usages qui peuvent être problématiques de la nation, le cas Fabien Roussel, enfin le cas du PC dominé par Fabien Roussel, donne lieu, il y a beaucoup à dire à ce sujet, à mon avis, puisque il va de ce côté-là, mais... en mauvaise part, si je puis dire. C'est-à-dire en oubliant complètement l'antiracisme et même, finalement, en endossant discrètement, hein, en faisant des petits signaux à propos des banlieues radicalisées, comme il dit, et bien d'autres signes de franchouillardise, hein, en allant finalement sur les terres de l'extrême droite. Donc on retrouve quand même cette oscillation de la nation de Valmy à la nation franchouillarde nationaliste. Oui, mais ce qui pouvait avoir des aspects, on va dire, tragiques, là, avec Fabien Roussel, je crois que ça prend des aspects totalement farcesques. Hein. Ça devient comique, oui. Là, ça devient véritablement comique. Là, on voit que Fabien Roussel devient en quelque sorte l'homme de gauche, et qui plus est du Parti communiste, qu'adore... voilà. Mais j'allais dire, il a une capacité de nuisance, parce que ça lui permet d'être invité partout, ça lui permet d'avoir une grande popularité de la part de gens qui jamais voteront pour lui. Exactement. Cependant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça illustre bien l'ambivalence, hein, dans le maniement, enfin les difficultés qu'il y a dans le maniement, dans la considération qu'on peut donner à la notion de nation. Ceci dit, si on revient à ce que tu disais, on ne peut pas déserter ce champ. Non, on peut d'autant moins le déserter que, et je crois que je vais revenir ici à la couverture, hein, du numéro, bon, petit blanc, entre guillemets, hein, c'est important de le souligner, et c'est un bébé avec un gilet jaune. Hein, bon. On a vu le signifiant national émerger de façon massive, hein, et dans le mouvement des gilets jaunes. On l'a vu, c'est-à-dire essentiellement, pour aller vite, hein, dans les classes populaires blanches, hein, en grande partie d'ailleurs un peuple ouvrier, employé, enfin de classe travailleuse, qui est totalement différent, enfin en très grande partie différent de celui qui fournit par exemple les luttes syndicales, hein, les bataillons des luttes syndicales et des mouvements sociaux, on va dire classiques. On a vu réapparaître le drapeau tricolore, on a vu réapparaître des références appuyées à la Révolution française. La guillotine, beaucoup. Ça a saturé, y compris à la guillotine, absolument. Et on a vu qu'il y avait un certain désarroi dans la gauche radicale à propos de ça. Alors, je tiens ici à rappeler que tous les mouvements sociaux de grande ampleur qu'on a vus, à l'exception d'Occupy Wall Street, mais que ce soit les mouvements d'occupation des places en Espagne, que ce soit les printemps arabes, que ce soit le mouvement d'occupation des places en Grèce, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes, les mouvements en Amérique latine, hein, les grands mouvements sociaux en Amérique latine, tout ça est saturé de références aux drapeaux nationaux dans ces pays. Hein. Bon. Alors, je crois que c'est la preuve que ces mouvements, évidemment, sont des mouvements d'un type nouveau. Ils transcendent les clivages et les formes habituelles, on va dire, hein, des mouvements sociaux. Il y a quelque chose qui se passe. Et il y a une façon, par en bas, de se réclamer et de renouer finalement avec la tradition des nations révolutionnaires, hein, ou des moments révolutionnaires fondateurs des diverses nations. Ce qu'on appelle le printemps des nations, absolument, avant les nationalismes agressifs au milieu du 19e siècle, quand il s'agit de se libérer partout en Europe des structures d'Ancien Régime et de l'aristocratie. Exactement. Eh bien, quelle forme est-ce que ça peut prendre aujourd'hui ? Eh bien, je crois que ça peut prendre une façon de se réclamer de la souveraineté populaire, et donc nationale, parce qu'il n'y a pas de façon concrète d'exprimer la volonté populaire, en tout cas dans un premier temps, que dans le cadre national.
mais en redéfinissant évidemment quel est le peuple, hein, et quelle est cette nation. Tout se joue là, hein, d'une certaine façon. Hein. La souveraineté nationale, en fin de compte, c'est le droit de cette communauté politique qui s'appelle le peuple français de décider de son avenir, sans, par exemple, se soumettre aux diktats des traités européens et de Bruxelles. La France n'est pas moins concernée par ça que la Grèce de 2015. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Hein, je veux dire, je ne veux en rien diminuer la responsabilité des classes dominantes françaises, mais il faut voir que ces classes dominantes agissent de concert et d'une certaine façon sous le contrôle des classes dominantes européennes avec lesquelles elles sont embarquées dans cette construction commune qui s'appelle l'Union européenne. Hein. Et on peut d'autant plus s'appuyer là-dessus en France qu'en 2005, il y a eu formellement un vote exactement, très clair à exactement, 55%, exactement, malgré exactement, un bombardement médiatique exactement, massif exactement, de la part de la population qui a rejeté. Exactement, qui a été bafoué. Donc si on défend le vote de 2005, si on défend aujourd'hui le rejet, par exemple, du Mercosur, bon, ça veut dire que d'une façon générale, on est contre les traités de libre-échange. Enfin, on peut pas. Oui, bien sûr, on peut rejeter les traités de libre-échange avec une rhétorique nationaliste réactionnaire. Ça va de soi. Mais je ne vois pas comment il est possible, du point de vue d'une gauche anticapitaliste ou même simplement anti-néolibérale, de mettre en œuvre les mesures qu'elle propose s'il n'y a pas des mesures de déconnexion partielle. Il ne s'agit pas de revenir à une sorte d'autarcie totale. Mais enfin, on ne peut pas être soumis à la pression constante et omniprésente des marchés financiers et des liens commerciaux. Il faut gagner une autonomie par rapport à ça. Il faut se dégager de cette cage de fer qui est celle des traités européens. Bon, alors... Si une révolution, ça, la question s'était posée aussi en 2015, hein, à propos de la Grèce, on disait oui, mais etc., mais il faut quelque chose à l'échelle européenne. Oui, il faut quelque chose à l'échelle européenne, je suis le premier à le dire, mais ça ne va pas se passer en même temps partout. Hein. Si une brèche s'ouvre quelque part, il faut pouvoir avancer. C'était le cas de la Grèce, possiblement de l'Espagne d'ailleurs. Hein. On se souvient en 2015, il y avait le surgissement de Podemos. Hein. On disait à l'époque d'ailleurs Syriza, Podemos, Venceremos. Hein. C'était pendant un temps, on a cru justement qu'une gauche nouvelle pouvait changer les choses. D'autant plus qu'en France, le Parti socialiste possédait tous les pouvoirs à l'époque, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Donc s'il y avait une volonté, au lieu d'écraser, de contribuer à l'écrasement de la Grèce, comme l'ont fait Hollande et Sapin, s'il y avait une volonté d'unir justement ces forces progressistes du Sud pour une autre Europe, là, il y aurait eu peut-être quelque chose qui aurait bougé. Mais on voit bien qu'en pratique, la construction européenne, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est une machine à empêcher, à triompher des résistances à la marchandisation générale des sociétés, de tous les secteurs de la vie sociale. Alors, la gauche a longtemps cru, et une partie de la gauche, quand je dis la gauche, c'est y compris un secteur important de la gauche de transformation sociale. Hein. Je me souviens par exemple de mon regretté ami et camarade Daniel Ben Saïd qui disait l'unité minimale pour un projet de transformation sociale, c'est l'Europe. Et il le disait, y compris dans la foulée de 2005. Bon, l'idée est certes séduisante. C'est l'idée qu'en quelque sorte, le terrain européen est plus favorable parce qu'il va déjà dans le dépassement, en quelque sorte, des particularismes nationaux. Mais l'expérience a été faite que le terrain européen supranational tel qu'il a été concrètement construit par les traités est un terrain beaucoup plus défavorable que le terrain national. On a bien vu que dès qu'un pays, justement, ouvre une brèche quelque part, tout le reste, en quelque sorte, des gouvernements, parce que les rythmes de changement, des luttes ne sont pas synchrones hein, dans tous les pays. Puis le contrôle populaire est beaucoup plus médié. Il y a des médiations, on ne choisit pas directement. Voilà. Le Parlement n'a aucun pouvoir concret, législatif. À l'échelle de l'Europe. Je ne vois pas comment un projet qui s'en prend véritablement à l'ordre existant peut faire l'économie de la médiation justement de la nation et assumer cette médiation. C'est pas simplement un rapport instrumental, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est quelque chose qui doit être assumé au niveau de la façon dont se construit subjectivement, en quelque sorte, cette force politique. Dont c'est vécu par ceux qui s'engagent et qui votent. Oui, alors je ne le cache pas, je le dis, et ça correspond d'ailleurs à mes engagements que tu as rappelés au début. C'est ce que dit Mélenchon quand il dit « ce pays est à nous ». Oui, ce pays est à nous. Il n'est pas au patronat, il n'est pas à la finance internationale. Il n'est pas à eux. Et il n'est pas à l'extrême droite qui prétend dire on est chez nous. Sous-entendu, vous n'êtes pas soi-disant d'ici
et vous êtes les complices de ceux qui ne sont pas d'ici, donc on va vous, d'une certaine façon, vous éliminer, vous mettre à la porte, vous expulser. Non, ce pays est à nous. Ce pays est à tous ceux, à toutes celles et tous ceux qui vivent dans cette société, travaillent, luttent, combattent et peuvent se réclamer justement d'une histoire qui est une histoire qui ne les enferme pas justement sur quelque chose de nationaliste, mais qui au contraire les ouvre sur un véritable universalisme. Celui, en tout cas, du moment le plus haut de la Révolution française, c'est-à-dire du moment où, par exemple, elle abolit l'esclavage et elle converge avec la Révolution haïtienne. Enfin, la première révolution de l'esclavage, là aussi c'est mentionné dans l'article de Sylvain Jean, est une révolution anticoloniale, contrairement à celle de 48, sans indemnisation d'ailleurs des propriétaires esclaves, et une abolition qui permet d'embrayer justement avec la Révolution haïtienne, qui est d'une importance peut-être comparable à celle de la Révolution française, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où des anciens esclaves combattent, se libèrent et arrivent à vaincre justement et à construire une nouvelle république. On n'a pas cessé de leur faire payer, on ne leur a jamais pardonné. Voir l'état où se trouve Haïti aujourd'hui et les indemnités monstrueuses qu'elle a dû payer à la France jusqu'au XXe siècle. Voilà, jusqu'au XXe siècle. Des indemnisations au peuple haïtien serait le minimum, à mon avis, qu'un gouvernement progressiste justement de France pourrait et devrait faire. En quelques mots, pour terminer, même si c'est une question qui appelle certainement une plus longue réponse, j'ai vu récemment l'entretien entre Horia Boutelja et Frédéric Lordon chez nos amis de hors-série, qui abordait notamment la proposition que fait Horia Boutelja dans son livre, qui porte sur ces questions, l'alliance des beaufs et des barbares, en disant si on veut aller chercher les affects, non seulement il faut accepter d'endosser la question nationale, mais à notre manière, en disant, comme tu le disais, nous, on est chez nous. Mais elle propose finalement une relance du mot d'ordre du Frexit, d'un Frexit de gauche. Et je me souviens dans leur discussion sur hors-série que Frédéric Lordon n'était pas complètement convaincu de l'efficacité de cette logique-là, vraiment au plan stratégique. Qu'est-ce que tu en penses pour finir ? Alors, le terme de Frexit, c'est vrai qu'il est capté par des forces politiques en France un peu recommandables. Je pense par exemple à l'UPR ou à ce genre un peu de folklore, qui sont dans les marges un peu de l'extrême droite, etc. Il en a même été question brièvement pendant l'époque Philippot. Le RN a flirté, on va dire, avec cette idée, ou en tout cas avec l'idée de l'euro. Mais moi, je pense que la rupture, en tout cas, poser la question en termes de rupture avec les traités et avec l'Union européenne elle-même, et si besoin avec la Banque centrale européenne, parce que le vrai pouvoir de l'Union européenne, c'est sa Banque centrale. La Grèce a été mise à genoux précisément parce que la Banque centrale a agi et a littéralement conduit le pays au bord du chaos. Donc leur arme nucléaire, c'est ça. Donc il faudra se défendre et il faut envisager une rupture. Et je précise d'ailleurs que Frédéric Lordon, en principe, est quelqu'un qui est favorable à cette idée. C'est-à-dire pendant l'époque de la Grèce, d'ailleurs, on avait beaucoup collaboré et échangé. Il y a d'ailleurs une photo de lui et de moi qui traîne sur Internet, où on est dans un meeting à Athènes, justement, pour la rupture avec l'Union européenne, au lendemain, enfin peu après la capitulation d'Alexis Tsipras. Donc, Frédéric Lordon avait averti précisément sur le fait que se maintenir dans le cadre de l'euro et rompre avec l'austérité, pour la Grèce, c'était mission impossible. Et il avait prédit, avec lucidité d'ailleurs, que Syriza allait se fracasser là-dessus s'il n'allait pas jusqu'au bout, justement, et jusqu'à la rupture. Mais beaucoup reprochent aujourd'hui à la France insoumise de ne plus être clair là-dessus. De ne plus être, comme à une époque, mettre en avant le discours si ce n'est pas le plan bas, ça sera le plan B, et on en a un. Et d'avoir un peu laissé de côté, finalement, cette affaire. Alors, il y a eu un réajustement tactique là-dessus, mais je crois que l'idée quand même que le programme qu'il faudra désobéir au traité européen et qu'il faudra aller jusqu'au bout du programme, peu importe ce que fait la Banque centrale européenne et peu importe ce que dit Bruxelles, ça c'est maintenu et on voit bien que quand il y a des négociations à gauche, que c'est l'un des points d'achoppement principaux. On voit bien que le PS et les Verts ont le plus grand mal à accepter ça. Bon, de toute façon, que peut-on attendre de la part de forces politiques qui ne sont même pas capables de mener une opposition parlementaire minimale face à Emmanuel Macron. Bon, donc on sait très bien que ces gens-là vont absolument capituler et que leur soi-disant antinationalisme n'est en fait pas autre chose qu'un alignement sur les dictates des classes dominantes françaises et européennes, finalement.
Merci beaucoup, Stathis, Merci à d'être venu nous parler de ta réflexion, issue de travaux théoriques aussi, hein, que j'invite à ceux qui s'intéressent à la philosophie politique à lire. Mais cette réflexion donc, que tu as développée dans l'article de la revue Nous, le numéro 3, qui s'appelle La gauche radicale, la race et la nation, un détour par Marx. Merci. Merci à toi.